Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de hors-série. Ce soir, c'est une émission exclusive qu'on vous propose, puisqu'on vous la propose avec du son, et ce, dès la première minute. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, une année qui a plutôt bien commencé au niveau international. Grâce à notre très cher ami Donald Trump, qui s'est dit que c'était une bonne idée d'envahir le Venezuela. En parlant de ça... Trump a été investi il y a 1 an. On vous fait un récap ce soir. Et puis, un peu de sport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal ressort victorieux, mais l'organisation par le Maroc pose question. Dans moins de 2 mois, les Lillois éliront leur nouveau maire. La campagne des candidats est lancée. Toujours à Lille, un zoom sur la problématique des logements. Les récompenses de 2025 et nouvelles sorties. L'année 2026 s'annonce chargée dans les salles obscures. On vous donne les rendez-vous à ne pas louper. Après le cinéma, on va parler littérature avec un auteur qui nous propose d'oser la colère. Starmania, la nouvelle comédie musicale se réinvente après 50 ans. Notre avis. Hors-série commence maintenant. Le Premier ministre avait pourtant juré de ne pas avoir recours au 49.3. C'était clair, net, précis, presque solennel. On n'était pas loin de la main sur le cœur et de la larme à l'œil. Mais visiblement, la politique, c'est un peu comme les résolutions du 1er janvier. Ça tient jusqu'au premier obstacle. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recettes du projet de loi de finances. Le Parlement ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause malheureusement d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire, le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Le budget 2026 sera donc adopté sans vote de l'Assemblée nationale dans un pays qui s'est accordé en début janvier à condamner Nicolás Maduro comme un dictateur. Une fois de plus, un gouvernement dont la légitimité est plus qu'incertaine décide d'un budget qui nous impactera tous. Et si la faute est certainement partagée, on retiendra d'abord ceux qui se félicitent de prétendues avancées sociales arrachées au gouvernement, oubliant qu'avancer d'un pas après en avoir reculé de 10 est avant tout un saut en arrière. Le Parti socialiste s'est refusé à censurer un gouvernement qui vient, une fois de plus, de précariser les plus faibles, de laisser du souffle à ceux qui ne savent pas ce qu'est la souffrance. Ce calcul d'un groupe parlementaire qui oublie la signification de son propre nom est celui d'une proie apeurée, craintive de nouvelles élections législatives qui pourraient les faire tomber encore plus bas. Et puis, il y a Renaissance, la minorité présidentielle, qui feint la sérénité. Officiellement, tout est normal. Le 49.3 est un outil constitutionnel prévu par les textes, nécessaire au fonctionnement des institutions. Officieusement, on fait chauffer les éléments de langage comme on réchauffe un café froid. Ça ne devient pas meilleur, mais il faut bien le boire. On parle de responsabilité, de sens de l'État, de stabilité, tout en évitant soigneusement d'expliquer pourquoi la parole donnée il y a 3 mois s'est déjà volatilisée. Le Rassemblement national, lui, flaire l'aubaine. Quelques indignations bien placées, 2 phrases sur le mépris du peuple et l'affaire est jouée. Pas besoin de proposer, il suffit d'attendre que le gouvernement creuse encore un peu plus le fossé. Une stratégie minimaliste, presque zen, qui consiste à laisser les autres s'effondrer pour paraître solides. Autre passage en force, Donald Trump kidnappait en début janvier Nicolás Maduro, président du Venezuela. Le chef d'État américain a fêté ses 1 an de mandat. Ce mardi, retour sur une année mouvementée.
mandat, Donald Trump est revenu sur de nombreux décrets. Les États-Unis quittent l'accord de Paris sur le climat et l'OMS. Il en profite pour gracier les premières d'assaut du Capitole de janvier 2021 et pour renommer le golfe du Mexique Golfe d'Amérique. Fin janvier 2025, le Laken-Riley Act impose de placer en détention tout immigré accusé de vol. C'est le début de la traque des immigrés. Dans la foulée, les agents de l'ICE sont autorisés à procéder à des arrestations au sein même des tribunaux. En février, Donald Trump retrouve sa casquette de mania de l'immobilier en imaginant Gaza, où un génocide est en cours en Côte d'Azur du Moyen-Orient. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Mi-février, Donald Trump acte une censure massive de livres. Changement climatique et inclusion sont des mots interdits. Des scientifiques sont licenciés, des livres sont retirés, des bibliothèques et des conférences de chercheurs annulées. Le spectacle continue avec des droits de douane de 25% sur les importations venant du Canada et du Mexique. En avril, il annonce de nouvelles taxes sur les importations étrangères dans le but de protéger l'industrie américaine. En mars, le département de l'efficacité gouvernementale est créé sur mesure pour Elon Musk avec un seul objectif, tout dynamiter. Mais 3 mois après, patatras, la relation Trump-Musk est explosive, ils ne se supportent plus. En juin, Musk quitte son poste après un désaccord avec le président. À Los Angeles, l'ICE, la police de l'immigration, devient plus violente. Des centaines de personnes sont arrêtées de façon arbitraire. Mexicains ou citoyens américains sont suspectés d'être clandestins. Et l'armée est envoyée en Californie, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Après avoir humilié Zelensky en février, Donald Trump se résout finalement à un accord avec l'Ukraine pour maintenir partiellement l'aide militaire. Mais comme avec lui, tout se paie, ce sera en échange de revenus liés aux terres rares pour les États-Unis. À l'été 2025, il relance une vieille de ses lubies, acheter le Groenland au Danemark. En septembre, un nouveau plan de paix, sensation balnéaire, est adopté pour la Palestine. Pendant ce temps, aux États-Unis, Charlie Kirk, un influenceur sur la ligne politique de Trump, est tué. Homophobe, anti-IVG et anti-immigration, il était aussi un fervent défenseur du port d'armes. À l'automne, à cause d'une dispute entre deux mouvances au sein des Républicains, c'est le shutdown. Le gouvernement fédéral tient pendant un mois. En octobre, des menaces du président américain contre la souveraineté vénézuélienne se font sentir. Si l'implication de chacun semble encore floue, l'affaire Epstein a sans conteste éclaboussé la présidence Trump en cette année. En 2025, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas manqué d'être désagréable, en particulier avec les journalistes. Quiet. I think your question is so stupid. Frankly, you're a terrible reporter. You know it and so do I. You're a terrible person and a terrible reporter. Au moins 3 ans de mandat à Donald Trump qui vient de commencer 2026 par un enlèvement, celui du président vénézuélien, pour récupérer les ressources pétrolières du pays. Une chose est sûre, le doute n'est plus permis, la plus grande puissance mondiale est devenue fasciste et le monde devrait s'en inquiéter. On va désormais parler football. La Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée dimanche dernier avec la victoire du Sénégal sur le Maroc, le pays hôte. On accueille Thibaut pour nous en parler. Salut Thibaut. Salut Mathilde, salut Hugo. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a affirmé que la CAN 2025 serait la meilleure de tous les temps. Près d'une semaine après la fin de la compétition, est-ce qu'on peut en dire autant ? Bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'initialement, cette CAN 2025, elle était placée sous les meilleurs auspices. Tout d'abord sportivement, puisque le Maroc est l'une des meilleures sélections du continent africain, si ce n'est la meilleure, mais également parce qu'elle sort d'une Coupe du Monde 2022 bien réussie, où elle a réussi à éliminer consécutivement la Belgique, l'Espagne et le Portugal, se hissant jusqu'en demi-finale avant d'être éliminée par l'équipe de France. Mais aussi sur le plan infrastructurel. En effet, les Coupes d'Afrique des Nations ont les fâcheuses tendances à être organisées dans des pays où les infrastructures ne sont parfois pas suffisantes pour permettre aux acteurs de s'épanouir pleinement. Ici, ces remarques sont obsolètes avec le Maroc, parce que pour aller droit au but directement, il suffit d'évoquer les stades, dont 2 d'entre eux comptent plus de 65 000 places. À titre de comparaison, en France, nous en avons 3 qui ont cette capacité ou une capacité supérieure. On peut également parler des pelouses des centres d'entraînement ou encore le fait que toutes les équipes étaient hébergées dans un hôtel 5 étoiles pour la première fois de l'histoire. À noter également le fait que cette compétition s'est transformée en une véritable fête populaire avec un accès gratuit au stade 20 minutes après le coup d'envoi pour tous afin que justement tout le monde puisse se permettre de profiter de la compétition. Et le tout sert de répétition générale à la Coupe du Monde 2030 co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
Mais concrètement, quels sont les enjeux pour le Maroc d'organiser une telle compétition ? Eh bien, ces enjeux, ils sont multiples. Tout d'abord, le Maroc a voulu faire venir un maximum de touristes avant, pendant et après la compétition. Et en ce sens, il a grandement investi ses politiques publiques, notamment en rénovant de nombreux sites patrimoniaux, en améliorant les axes de communication, en multipliant par exemple le nombre d'autoroutes et en créant une ligne à grande vitesse le long de la côte, passant par les grandes villes. Il y a également un motif économique et technologique derrière cela, puisque pour organiser une telle compétition, il faut se moderniser, d'où la recherche d'investissements massifs en marge de la compétition, ce qui fait que de nombreux pays européens et du Golfe ont investi dans le territoire, développant au passage ses relations économiques. À ça s'ajoutent les retombées économiques directement de la compétition, les recettes en fait, qui sont évaluées à près d'1 milliard d'euros. Et enfin, dans un dernier temps, il y a une dimension bien plus politique de l'événement, parce que le Maroc peut asseoir ainsi sa stratégie de lobbying dans une sorte d'échange de bons procédés avec la Fédération africaine. Le meilleur exemple, c'est en 2021, lors du vote d'un amendement interdisant à tout pays non reconnu par l'ONU de participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe du Monde. C'est au grand désarroi du Sahara occidental, notamment, qui ne peut pas se présenter comme indépendante et donc participer à la compétition. Et tout cela, évidemment, ça arrange les intérêts marocains, puisque le territoire ne peut pas s'émanciper par le football et donc vouloir une sorte d'indépendance à l'heure où le Maroc veut annexer le territoire. Et pour autant, cette Coupe d'Afrique a également fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas ? Oui, il est bien là le problème, c'est que la compétition elle a fait l'objet de nombreux soupçons de corruption permanents, instrumentalisés par les adversaires du Maroc, mais aussi par l'Algérie et l'Égypte après leur élimination. Tout cela a créé une sorte de climat un peu malsain, accompagné d'une bombe à retardement qui a explosé lors de la finale entre Sénégalais et Marocains. Tout part d'un pénalty sifflé à la dernière seconde du temps additionnel alors que le score est nul et vierge en faveur du Maroc. Une décision qui est complètement fou. Pape Thiaw, le coach sénégalais, qui appelle les siens à rentrer au vestiaire et à boycotter en quelque sorte la rencontre. Même s'il est bon de rappeler que les Lions de la Teranga n'avaient pas été vernis en marge de la rencontre, en voyant leur escorte policière disparaître pour se rendre de l'aéroport jusqu'à leur hôtel. Aussi notamment le nombre de places allouées pour eux à leurs supporters pour la finale qui a été drastiquement réduit par les autorités marocaines, et l'accès aux infrastructures qui a été rendu plus difficile. Donc même si la rencontre a repris grâce à l'intervention, disons, virile de Sadio Mané, le capitaine sénégalais, et le pénalty complètement lunaire raté par Brahim Diaz qui a emmené les deux équipes en prolongation, les violences se sont quand même multipliées en tribune. Des supporters sénégalais ont frappé à coups de chaise des jeunes volontaires marocains qui étaient là pour assurer la sécurité dans le stade, tandis que des ramasseurs de balles marocains s'en sont pris aux gardiens remplaçants de la formation sénégalaise qui venaient simplement apporter une serviette aux titulaires alors que la pluie commençait à tomber sur le stade de Rabat. Donc c'est donc dans ce contexte particulier que le Sénégal a remporté sa deuxième CAN, laissant au passage un sacré traumatisme pour le peuple marocain. Merci Thibaut. On retrouve les infos oubliées chaque semaine sur notre compte Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est là-bas que vous pourrez aussi être informé de toutes nos actualités. À Lille maintenant, les municipales se préparent. Et justement, on s'est rendu au vœu de quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin. Y étaient présents plusieurs candidats, Violette Spielbout, Stéphane Bally, Louis Delemaire et Arnaud Deslandes, actuellement en poste. Des vœux qui semblaient interminables, même pour les candidats, qui a priori commençaient à trouver le temps long. Pendant la chorale des cultures du monde, on a vu Louis Delemaire papoter. Et de quoi, monsieur le maire ? Et l'élu écologiste n'avait pas l'air non plus très passionné par les chants. Après ce moment musical, nous avons pu parler avec plusieurs candidats. Les vœux dans chaque quartier à la ville de Lille, c'est une tradition qui fait plaisir d'abord aux habitants et ensuite à tous ceux qui sont engagés dans les associations. On a vu ce soir une chorale des cultures du monde, on a vu la chorale du collège Martha Desrameaux et on a vu aussi l'école de musique de Saint-Maurice-Pelvoisin. Donc forcément, c'est un moment où on voit la vitalité associative et on peut saluer les habitants, leur souhaiter de vive voix la bonne année. Et je crois qu'un peu de chaleur humaine à l'heure des réseaux sociaux, c'est aussi ça la vie qu'on aime à Lille. Lille, c'est 10 quartiers et donc c'est vrai que les 31 jours du mois de janvier sont bien occupés entre les vœux aux personnalités dans les quartiers, toutes les associations, mais c'est aussi un moment de rencontre, de convivialité. On est à moins de 2 mois des élections municipales, donc ça permet aussi d'échanger avec les Lillois et l'ensemble de ceux et celles qui font la ville.
Ouais, alors comme tous les ans depuis un peu plus de 3 ans maintenant, même avant, j'ai toujours eu l'habitude d'aller dans toutes les cérémonies de vœux dans les quartiers de Lille. C'est une manière pour moi d'aller prendre le pouls, d'échanger avec les Lillois, ceux que je connais et que j'ai plaisir à revoir et ceux que je rencontre à cette occasion. C'est tout naturel qu'un élu sortant en fait, soit présent pour soutenir voir les gens du quartier, de Saint-Maurice et puis soutenir l'activité des associations. Donc c'est normal que je sois là, puisque je suis élu actuellement dans la majorité municipale à Lille. Vous êtes candidate à la mairie de Lille pour 2026. Pouvez-vous nous citer une ou deux mesures phares de votre programme ? Bien, la première mesure, ça sera que l'ensemble des Lillois puissent vivre en sécurité avec un recrutement massif de policiers municipaux qui seront armés, qui seront en coordination étroite avec la police nationale pour faire des rondes, y compris la nuit, notamment pour les jeunes et au moment des sorties nocturnes et des quartiers animés de façon nocturne. Et puis la deuxième mesure, c'est de faire revenir beaucoup de nature en ville et notamment de faire du parc Saint-Sauveur un très grand parc naturel, une forêt sans aucune bétonisation. Voilà mes deux priorités. Alors, ce n'est pas une ou deux mesures pour Lille, mais c'est 10 mesures que je propose pour Lille, évidemment qui s'inscrivent dans un programme de transformation et de transition pour Lille. Aussi bien d'un grand parc, un Saint-Sauveur, que la question de créer des logements abordables, 2000 logements à moins de 300 €, des bus gratuits, une grande médiathèque avec des horaires élargis. Voilà, je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures, mais je pense qu'on a besoin évidemment de quelque part d'un nouveau souffle pour Lille et de l'ensemble des politiques publiques, finalement, qu'elles soient aussi bien de solidarité, de transition, de démocratie, comment on fait ensemble, comment on fait avec les Lillois, ce qui est un peu finalement aussi le mode d'emploi, de faire politique ensemble. Comme on est à Saint-Maurice-Pelvoisin, je pense que je ne peux pas ne pas parler du stationnement payant qui a été installé ici depuis maintenant 1 an et demi. C'est pour moi une mesure profondément injuste. J'en parlais encore avec de nombreux habitants cet après-midi en porte-à-porte et ce soir. C'est pour moi une mesure injuste qui, au fond, sous couvert de mesures pseudo-écologiques, en réalité ne vise qu'à remplir ou en tout cas créer des recettes financières supplémentaires pour la ville. Et je le regrette, je le déplore. Je ne trouve pas ça correct de demander aux Lilloises et aux Lillois de payer 300 € par an, de priver les Lilloises et les Lillois de 300 € par an par voiture. Donc bien souvent ici dans ce quartier on peut avoir 2 véhicules par famille, de les priver de jusqu'à 600 ou 900 € par an de pouvoir d'achat. Alors pour l'instant le programme il n'est pas encore officiel, déjà dans un premier temps. Mais en tout cas nous ce qu'on sait en termes de philosophie du programme, est-ce que le Parti communiste... on est en liste d'union avec le Parti socialiste et d'autres partis de gauche. D'ailleurs, on a essayé de faire la promotion, l'union de la gauche, de toute la gauche, y compris avec les écologistes sur l'île. Bon, ça n'a pas marché, mais en tout cas, nous, on est dans une dynamique d'union avec les socialistes et d'autres partis de gauche, parce qu'en fait, on voudrait continuer à avoir une ville solidaire, apaisée, avec, je dirais, beaucoup de solidarité pour les gens et aussi un dynamisme économique parce qu'en fait, il ne faut pas mettre les choses en opposition. Donc en fait, pour l'instant, le programme n'est pas encore officiel, donc j'en parle pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans la dynamique, en tout cas de tous les partis de gauche qui sont réunis autour d'Arnaud Deslandes. En tant que Parti communiste, on a rencontré tous les partis de gauche du nouveau Front populaire et on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire. Donc en fait, les Insoumis ont été aussi contactés et on les a aussi invités à une réunion commune, je dirais, pour avoir une dynamique commune sur l'île et ils ne sont pas venus à la réunion. Donc en fait, voilà, on a compris que ce n'était pas dans leur objectif de partir en union de la gauche sur l'île. Voilà. Et justement, elle n'était pas présente lors de cette cérémonie. On l'a retrouvée Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ? Moi, je crois de ne pas avoir reçu les notes de nos examens assez vite. Ouais, ça aussi. Parce que ça fait longtemps maintenant qu'on a fini. Je dirais la défaite de la France en 2006 contre l'Italie en Coupe du Monde. Ok. Coup de tête de Zidane. Excusez-nous pour ce mauvais lancement. À côté des candidats les plus médiatisés, d'autres tentent de se faire une place. C'est le cas de Baptiste Roussel, candidat sans étiquette pour la mairie de Lille, qui est en train de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, on parlera dans quelques instants de votre candidature. Mais juste avant, on va aborder un sujet qui semble très important pour les Lillois et les candidats. Salut Hugo, on entendait parler plusieurs candidats à l'instant de la question du logement à Lille. Ça reste une bataille de tous les jours. Bonjour, oui, un bref retour à la réalité du logement s'impose. De préférence loin des maquettes et des discours rassurants que l'on entend depuis ces dernières semaines. Quelque chose m'avait moi-même marqué lorsque je suis arrivé à Lille il y a quelques années, c'est le nombre de sans-abri dans les rues. Dans les Hauts-de-France, le sans-abrisme, c'est pas qu'une impression. L'an dernier, c'est plus de 5600 personnes qui ont appelé le 115, le numéro d'aide pour les personnes sans-abri, dont 3800 qui n'ont eu aucune solution de relogement. Au cœur de ce chiffre, c'est aussi une féminisation croissante avec 121 femmes enceintes ou sortant de maternité en 2024 dans la MEL. Appeler à l'aide et entendre un « désolé », ça fait mal. Mais cette politique, elle est en boucle depuis des années et elle ne s'arrête pas seulement aux personnes à la rue. En 2024, 60 000 personnes ont déposé une demande de logement social sur 336 000 habitants, dont une partie n'a pas pu avoir de réponse. En réaction, à peine 7 000 logements sociaux ont été créés, sont en projet de création par la MEL, pas davantage prévu pour 2025, alors que l'INSEE disait qu'il en prévoyait pour résoudre ce problème 21 000. Mais pourquoi viser l'efficacité quand on peut viser la pénurie organisée? Aujourd'hui, la mairie de Lille continue de bâtir. Depuis 10 ans, au Bois Blanc, la gentrification détruit des quartiers comme celui des Aviateurs pour plus de mixité sociale, expulsant des familles de leur quartier d'enfance. Un autre exemple parfait pour ce genre de construction serait la gare Saint-Sauveur, un projet d'avenir pour la rénovation de la friche, 2,4 hectares de parc, un complexe sportif et des logements dont la majorité ne seront pas sociaux. Une vitrine verte, dynamique, soigneusement débarrassée des bidonvilles qui se sont installés puisque une centaine de personnes survivent plutôt aux abords de cette gare, enfin de cette ex-gare. La politique de la ville reste la même, envoyer la police, expulser, sans solution de relogement. La MEL agit en surface, ce n'est pas sa priorité. La ville se modernise, s'embellit, la pauvreté reste à l'extérieur du cadre. Alors une question demeure, avec un bilan de 17 sans-abri décédés dans l'année 2024 dans la rue, combien de temps encore ces personnes, mais aussi les personnes qui en sont en attente de logements sociaux, pourront-elles tenir ? Merci beaucoup Hugo. Et alors, on va revenir dans un instant avec vous, Baptiste Roussel, sur la question du logement. Mais d'abord, on va revenir dans le passé dans l'émission. On écoute les vœux, c'était pas des vœux du coup, le tractage et notre petite interview qu'on a pu faire pendant le tractage de Laure Aria Adouche, la candidate La France Insoumise pour Lille. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Je pense que vous êtes en capacité d'observer qu'ici, ce n'est que le reflet de tout ce qui se passe en France, avec une misère sociale qui est grandissante, alors que nous sommes aujourd'hui dirigés par le Parti socialiste dans cette ville. Donc maintenant, vous avez d'autres figures politiques comme Lawaria qui est là, qui représente l'unité de la gauche avec la France insoumise et qui veut faire en sorte que le peuple récupère justement ses institutions pour y faire entendre toutes ces gamberges et toute cette misère qu'ils vivent au quotidien. Et c'est pour ça que moi, en tant que candidat à la mairie de Marseille, je me suis dit je vais quand même venir pour aider Lawaria, juste en distribuant quelques tracts, en venant voir les gens, expliquant ce que la France insoumise est en train d'essayer de faire à travers le pays.
Alors les deux grandes mesures phares, forcément, c'est le logement indigne. Vous savez que dans les quartiers populaires et notamment dans les quartiers du centre-ville du Vieux-Lille, etc., il y a énormément de logements indignes, de l'insalubrité, de la moisissure. Et donc avec la France Insoumise, nous mettrons en place une brigade municipale du droit au logement digne, justement pour contrôler, pour sanctionner les marchands de sommeil qui s'enrichissent sur le dos et surtout sur la misère des gens. Et ensuite, bien sûr, nous avons aussi la cantine bio gratuite pour tous les enfants, le périscolaire qui sera accessible aussi aux familles. Et voilà, je vous invite à découvrir notre programme le 5 février prochain, qui sera en ligne. Merci. Bonsoir Monsieur Roussel. Et si on peut revenir du coup sur le sujet du logement, comment vous comptez régler la question du sans-abrisme dont on parlait du coup juste à l'instant ? Ouais. Au niveau du logement, grosso modo, sur l'île, il y a un déficit clairement de logement, que ce soit ce qui est évalué à environ, c'est sur 5 ans, grosso modo, il faut 30 000 logements. C'est le besoin, dont notamment 5 000 pour tout ce qui est étudiant. Il y a plusieurs dispositions qui sont faites, sachant que le marché de la construction est quasiment à l'arrêt depuis maintenant quelques années. Moi, il y a différentes propositions que j'ai mises dans mon programme. La première, c'est d'interdire, si jamais les électeurs me font confiance, à compter de 2026, tous les logements qui sont dédiés 100% à la location sur Airbnb. Donc ce qui est évalué, c'est environ 1000 logements qui seraient du coup libérés de la location et qui seraient remis sur le marché. Deuxième proposition qui est dans le programme, c'est également le fait de construire beaucoup plus rapidement que ce qui est fait aujourd'hui. Et notamment, il y a beaucoup de choses qui se font notamment dans les pays nordiques. Vous allez aux Pays-Bas, Suède, etc. Tout ce qui est construction modulaire qui peuvent être faites de manière beaucoup plus rapide pour construire. Et ça, on peut dédier une partie de ces logements également aux personnes qui sont sans domicile fixe, également les personnes qui sont victimes de violences conjugales, qui doivent trouver des hébergements d'urgence, et également pour les étudiants qui sont en demande du coup d'hébergement. Ou pour les étudiants, c'est 5000 logements, il va falloir bien les trouver, parce que les étudiants aujourd'hui soit vivent dans des conditions qui sont compliquées, soit sortent de Lille alors qu'ils étudient à Lille. Voilà. Donc il n'y a pas de baguette magique, on y reviendra un peu sur l'objet de ma candidature. Moi j'entends à chaque fois en effet des axes très orientés par rapport à des partis idéologiques. Très exactement, il faut être, je pense, assez factuel sur c'est quoi l'état du marché, c'est quoi également les moyens financiers et puis également les priorités qui sont mises pour résoudre, je dirais, progressivement ces histoires de logement. Et alors vous en parliez à l'instant des candidats des autres partis. Vous êtes un candidat un peu à part puisque vous vous présentez sans étiquette, sans groupe politique. Comment vous ressentez ça ? Est-ce que vous sentez des blocages, quelque chose qui est différent entre vous et les autres candidats qu'on a pu voir juste à l'instant ? Clairement, oui, il y a des blocages par rapport au réseau, tout simplement, puisque notamment le PS est là depuis quasiment 50 ans. En tout cas, voilà, ça fait des dizaines d'années. Les Verts sont également très très bien implantés. Et grosso modo, c'est que, et moi ça me va très bien, et c'est un peu ce pourquoi je me porte candidat, c'est que vous voyez très bien le reportage qu'il y avait avant, c'est que même les partis de gauche ne savent pas travailler ensemble. Vous avez vu ce qu'il y a eu encore cet après-midi. Par rapport à l'Assemblée nationale, les politiciens ne savent pas travailler ensemble. Et moi, le but, c'est certes d'avoir un programme, et j'en ai entre guillemets un peu marre de se dire, parce qu'on est intéressé par l'écologie, on est forcément de gauche, parce qu'on a envie de vivre en sécurité, on est forcément de droite, et parce qu'on est pour qu'il y ait des commerces, qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait de l'entrepreneuriat, on est forcément de droite ou du centre. Donc moi, mon programme, il était assez clair, partant du principe en disant... il y a des idées intéressantes, je pense, dans tous les programmes. Par contre, globalement, quand j'ai à voter, j'ai du mal à m'y retrouver. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui sont candidats, et c'est le cas à Lille, qui font de la politique depuis des dizaines d'années, qui ne vivent pas, entre guillemets, la vraie vie des personnes au quotidien. Et troisièmement, c'est que ce côté de « je travaille pour moi, pour mon parti, pour mes électeurs », en fait, il parle qu'à une partie des gens. Et moi, très honnêtement, j'ai eu un métier avant, j'en aurai un après, et j'ai envie, entre guillemets, de parler au maximum de personnes. Et le projet, c'est quoi ? Il y a 4 axes, grosso modo. C'est une ville qui est moins chère, notamment par rapport au logement et au transport. Une ville qui est plus sûre par rapport au sujet d'insécurité dont on parlera peut-être, plus verte et plus prospère par rapport au développement économique et à l'innovation et au centre-ville et au commerce. Voilà. D'accord. Donc si jamais vous voulez me rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Vous parliez justement des partis, des lignes politiques des partis. Vous présentez directement comme un candidat issu de la société civile. On avait déjà entendu ce terme il y a quelques années, par exemple, quand c'était pour le cas de Lucie Castet pour le Nouveau Front Populaire ou ce genre de choses. Pardon. En quoi être un candidat issu de la société civile à un simple citoyen, entre guillemets, qui se présente, ça apporte une différence dans ce que vous allez proposer et dans votre programme? Ouais. Je pense tout simplement, c'est que je ne pense pas avoir des biais idéologiques où forcément je parle qu'à une partie de la population, j'essaye d'être le plus factuel possible. Deuxièmement, comme je disais, ça fait 20 ans que je travaille dans différentes entreprises sur différents postes. Je sais ce que c'est que d'être au chômage, je sais ce que c'est de rechercher un emploi, je sais ce que c'est que travailler dans des sociétés qui doivent se transformer parce qu'il y a de la concurrence, etc. Donc je pense avoir en tout cas des manières de fonctionner en tout cas qui sont différentes. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'en termes, il y a tout un axe sur la politique autrement. Moi je sais par exemple que chaque année, 30% du salaire du maire soit soumis au vote des électeurs. Il faut qu'il y ait un retour, qui ne soit pas une fois tous les 6 ans dans des élections. Voilà. La suppression de tout ce qui est avantage des élus, aujourd'hui encore, c'est une mairie de gauche, il y a des voitures de fonction avec chauffeur. Okay, je ne vois pas pourquoi il y a encore des voitures de fonction avec chauffeur alors que les gens peuvent prendre leur métro ou leur vélo. Et puis le dernier point, c'est beaucoup plus de transparence, où je mettrai en place pour tout ce qui est dépenses publiques supérieures à 10 millions d'euros, les gens pourront voter. Avec un référendum du coup citoyen pour accepter ou pas telle ou telle dépense. Et puis également, si vous regardez sur Internet, sur ChatGPT, etc., quand vous posez des questions sur où va l'argent public, en quoi il est dépensé, etc., c'est hyper opaque parce que tout est sûrement sur les sites de la mairie, etc. Et donc je rendrai beaucoup plus accessible tout ce qui est dépenses publiques et comment utiliser l'argent des gens. Voilà. Donc beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de démocratie participative. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et si on se penche un peu plus sur votre programme politique, vous comptez créer 30 000 logements. Où est-ce que vous pouvez les placer? Parce que Lille, c'est quand même... il y a beaucoup de logements et la ville est un petit peu... il y en a trop. Une densité. Voilà, c'est ça, merci. Il y a une densité assez forte. Après, il y a beaucoup de projets qui ont été faits ces dernières années et sur lesquels il reste encore des choses. Et notamment, je pense sur toute la partie Lille Sud. Je sais pas si vous voyez, il y avait des barres d'immeubles, il y avait beaucoup de trafic de drogue, etc., qui ont été démolis. Si jamais vous y passez maintenant, donc c'est plusieurs hectares, honnêtement, qui sont là. Il n'y a que des bureaux qui ont été faits. Les grands immeubles blancs, là, vous voyez, il y en a 6 ou 7. Honnêtement, c'est des milliers de mètres carrés de bureaux. Donc, le but, c'est d'arrêter de construire des bureaux parce qu'il y a plein de bureaux qui sont vides, qui sont vacants. Et là, on se pose même question de réquisitionner des bureaux vacants pour en faire des logements, ce qui est quand même le monde à l'envers, alors qu'encore cette année, il y a des milliers de mètres carrés de bureaux. Donc, la place, je dirais, on regardera espace par espace, si jamais il y a des zones qui sont encore libres, en effet, pour construire ces logements. Et quand je parle des logements, c'est pas forcément que de la construction. Oui, il y aura de la construction, mais il y aura également de la réhabilitation par rapport aux logements insalubres dont on parlait, et puis également de la mise sur le marché de logements qui, à date, comme je disais, sont loués à des vocations plutôt commerciales et de tourisme, sur lesquels la priorité est quand même à faire par rapport à la situation aux habitants de l'île. Et vous parliez des logements vacants, et en particulier des bureaux vacants. Est-ce que pour vous, c'est peut-être dans l'urgence, puisque construire des logements, ça prend du temps, une solution à envisager? Oui, ça peut être une solution. Par contre, comme le logement, comme la sécurité, comme le développement économique, comme les transports, je pense que c'est une accumulation d'actions qui peuvent être à la fois, et c'est l'objet de mon programme, il y a des actions court terme qui peuvent être faites dans les 2 premières années, et d'autres actions honnêtement qui prennent beaucoup plus de temps, et sur lesquelles il va falloir jouer en gérer sur tous les tableaux pour réussir à obtenir des résultats, ça c'est clair. D'accord. Dans votre programme, il y a tout un axe sur la sécurité, notamment il y a l'idée, qui est une mesure, on va dire, forte en termes de symbole, de faire passer l'île de la 3e ville la moins sûre à l'inverse, à la 3e ville la plus sûre. Comment concrètement vous comptez faire? Ouais. Sur la sécurité, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, j'ai envie de sortir des polémiques par rapport aux sujets qui sont liés à la sécurité. Après, ce qui est important, c'est ce que vivent les gens au quotidien. Dans les mesures très très court terme, en l'occurrence dès 2026, le but c'est réussir de pallier à l'urgence. L'urgence c'est quoi? C'est la mise en place notamment, et ça ne résoudra pas la sécurité, mais en tout cas ça garantira un niveau de sécurité pour notamment toutes les Lilloises, de mettre en place des navettes gratuites dans les lieux de sortie, donc Masséna, Vieux-Lille et compagnie, de 22h à 3h du matin pour que les Lilloises puissent rentrer en sécurité chez elles. Après, il y a un vrai sujet sur le nombre de policiers municipaux
qui sont sur l'île. À date, il y en a 163. Okay. Le but, c'est de doubler ces forces de police pour qu'il y ait plus de présence terrain. Troisième point, sur tout ce qui est armement, j'entendais certains candidats qui proposaient l'armement. Je pense que c'est important. Alors moi, ma proposition, c'est plutôt de l'armement lié, en l'occurrence, au taser, qui n'est pas du tout, du coup, une arme à feu. Parce que forcément, les policiers, il y a un problème de recrutement, parce qu'il y a plein de policiers qui ne veulent pas venir, parce qu'en face, il y a quand même c'est du trafic de drogue, c'est des choses quand même assez sérieux. Donc le but, c'est quand même d'équiper les policiers pour les faire venir, et puis après, pour qu'il y ait du coup quand même un rapport de force qui soit mis en place. Et puis le dernier point, il y a tout ce qui est éclairage public, où il y a plein de rues qui ne sont pas éclairées. Vous allez au Bois de Boulogne, honnêtement, à 19h, vous passez le pont qui longe pas loin de Lambersart, vous êtes dans le noir, ok. Perso, moi je cours, il est juste 19h, il n'est pas tard, vous êtes totalement dans le noir. Il y a certains rues qui ne sont pas éclairés. Et puis également la vidéosurveillance, j'en fais pas un dogme, mais c'est juste que ça, si jamais ça peut aider à résoudre certains cas et à rendre les personnes plus en confiance, je pense que c'est important de le développer. Et bien sûr, c'est hyper contrôlé par la réglementation, la CNIL, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc globalement, plus de policiers, un peu plus de caméras pour essayer d'inverser la tendance à Lille. Il y a également tout ce qui est médiateurs sociaux. À date, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 14 médiateurs pour Lille. 14 médiateurs dans les rues. Donc, alors, ma proposition, c'est de doubler ce nombre de médiateurs. Et puis après, je pense qu'il y a un sujet également, il y a le sujet de prévention et de répression. Et le sujet de prévention, c'est important peut-être de sensibiliser également dans les écoles, que ce soit au collège ou au lycée, sur tous les actes de violence, de harcèlement, etc. Où je pense que c'est un travail de long terme qui peut se faire. Certes, il y a un côté répressif où c'est important, je pense, d'agir rapidement. Et puis un travail plutôt de long terme par rapport à l'éducation et tout ce qui peut être fait, on va dire, sur la jeunesse. Il y a un autre sujet à Lille qui est important et sur lequel on a pu aussi, nous, produire des contenus. C'est le sujet des transports. Les transports à Lille, ça a pu être plus ou moins compliqué selon les usagers. Qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous voulez changer et faire pour les transports à Lille, en sachant aussi que forcément c'est une compétence qui est aussi détenue par la métropole. Oui, tout à fait. Ouais. Donc sur les transports, moi mon but, comme sur pas mal de sujets, c'est essayer un peu de réfléchir pour essayer de repenser un peu Lille, pour faire évoluer. Mon objectif, moi, c'est de faire de Lille une ville pour les piétons et pour les cyclistes. Okay, donc en termes de déplacement, en termes de circulation, mais également qu'on ait des propositions très concrètes également pour les automobilistes, parce qu'aujourd'hui, contrairement au discours, il n'y a pas de solution pour les automobilistes. Certes, il y a des parkings en périphérie, les parkings sont payants, et après on prend des transports en commun qui sont payants. Donc il n'y a aucune incitation, grosso modo, à aller se garer en périphérie et prendre les transports en commun. Donc mon but, moi, c'est de créer, certes, tout ce qui est trottoir élargi, tout ce qui est piste cyclable continue, parce qu'à date, il y a beaucoup d'intersections. Tout ce qui est stationnement pour les vélos, en l'occurrence 10 000 stationnements en plus des 6 000 existants. Et puis également des parkings relais pour les voitures pour qu'ils puissent se garer. Dans les transports, et on parlait de la jeunesse, je pense, par rapport, je ne sais pas si c'était la personne qui est intervenue juste avant moi, l'action sur la jeunesse par rapport, grosso modo, à un tiers des jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a certes l'action sur le logement, il y a l'action sur les transports. Et mon projet, moi, c'est de rendre du coup les transports gratuits pour les moins de 26 ans, permettant du coup de faciliter à la fois l'usage des transports et puis d'alléger d'un coût qui, très honnêtement, peut être pris en charge par l'AMEL par rapport au budget de l'AMEL. Voilà. Il y a une autre question qu'on se posait, on a un petit peu feuilleté votre programme. Dans votre programme, vous mettez en avant l'idée d'une ville, donc de l'île verte. Comment concrètement ça se matérialise, l'île verte, rapidement ? Rapidement, le but, c'est par rapport aux voitures qui sont notamment dans le centre-ville, c'est essayer en tout cas de les sortir progressivement du cœur de ville, mais tout en proposant des solutions en périphérie. Il y a également tout ce qui est végétalisation, où je pense que aujourd'hui, c'est une ville qui est minérale. Le but, c'est de la passer progressivement en ville végétale. En l'occurrence, tout ce qui est végétalisation de la rue Faidherbe et de la rue Nationale, qui sont quand même des grands axes. Il y a des choses à faire. Et puis après, il y a l'Esplanade, où j'avais fait une vidéo dessus, qui a plutôt bien tourné, parce qu'il y a eu quasiment 90 000 vues, où l'Esplanade, vous avez 22 hectares de béton. Et ça fait des dizaines d'années. Okay, à part le cirque et la foire au manège, le reste du temps, c'est du béton. Okay, alors certes, on trouvera la place et on restera des en place que le but, c'est de faire un parc, un lieu de vie, avec certes des balades pour marcher, courir, faire du sport, des jeux pour enfants et des lieux par rapport à des concerts. Mais le but, c'est de reboiser ces 22 hectares d'esplanade. On a un lieu de vie pour justement apporter davantage de verdure. Okay. Et le dernier point, on parlait de verdure, mais on parlait de certains parcs qui sont faits récemment. Je parle à Jean-Baptiste Lebas.
Vous avez 5 arbres qui se battent en duel, très honnêtement. Je pense que la densification par rapport aux arbres, par rapport à la maturité des arbres, il faut que ce soit beaucoup plus riche et beaucoup plus élevé. Le parc Line-Renault qui a été inauguré il y a 15 jours, je ne sais pas si vous êtes allé. Bon, ça fait mal au cœur. Donc, honnêtement, il n'y a rien. Donc, ce côté végétalisation, moi, j'y crois à fond. Et je pense qu'il faut vraiment développer ça. Et c'est hyper important parce que, notamment, il y a plein de quartiers où il n'y a pas assez d'espace vert. Je pense à Moulins, où il y a très, très peu de choses. À l'île Sud également, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Dans votre programme, une petite dernière question, si vous voulez. On a remarqué dans votre programme qu'il y a beaucoup de dépenses pour la ville qui sont effectuées. Mais du coup, en France, c'est une situation économique qui est assez délicate. Du coup, c'est comment vous comptez financer tous ces projets qui peuvent paraître assez coûteux? Ouais. Alors, justement, et on parlait au début par rapport à mon parcours, moi, il y a des choses qui absolument me révulsent. C'est à chaque fois, et vous regardez ce qui est fait à l'Assemblée nationale, mais c'est pareil honnêtement à Lille, on dépense, sauf qu'à chaque fois, il n'y a pas les recettes. Lille, pour info, l'endettement, c'est 340 millions d'euros, ok, plus 70 millions d'euros uniquement d'intérêt de la dette. Okay, donc on doit payer 70 millions d'euros juste d'intérêt. Okay. Donc le but, oui, parce que légalement c'est obligatoire d'avoir un budget à l'équilibre, toutes les villes, ça c'est obligatoire. Par contre, moi ce que je veux, c'est rembourser progressivement la dette des 340 millions. Alors certes, il n'y aura pas de projet pharaonique, ok, mais par contre progressivement, parce que forcément la dette, elle doit se rembourser, et donc tous ces budgets-là toutes ces dépenses seront financées. Et faire des plans à 6 ans, c'est quand même très compliqué. Donc le but, c'est d'ajuster aussi les dépenses au fur et à mesure des ressources. Le budget de la mairie, grosso modo, c'est 500 millions d'euros. Et le but, c'est qu'on dégage progressivement davantage un peu de recettes et un peu moins de dépenses pour réussir progressivement, et ce ne sera pas le cas à la fin du mandat, mais à peu près à terme, en tout cas, pour avoir une dette qui est moins importante, et notamment par rapport à l'intérêt. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Baptiste Roussel, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc candidat pour les élections municipales qui sont à venir en février pour Lille, pour la mairie de Lille. Et si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas pour en discuter et venir me rejoindre et nous rejoindre. Parfait. Bonne journée, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. On va maintenant passer à un sujet un petit peu plus léger. C'est l'heure de l'agenda ciné. On va faire un petit tour des prochaines sorties et des récompenses pour le cinéma. Salut Lola, c'est une année qui démarre sur les chapeaux de roue. Salut les filles, exactement. 2026 démarre fort au cinéma entre les Critics' Choice Awards et les Golden Globes qui viennent de récompenser les grands favoris de la saison. Et une vague de sorties qui mérite que l'on prenne le temps d'aller en salle cet hiver. Et justement, côté récompense, qu'est-ce qui a marqué ce début d'année? Je vais d'abord vous faire un retour sur la 31e édition des Critics' Choice Awards qui s'est tenue le 4 janvier, mettant en lumière les films les plus marquants de 2025. One Battle After Another a été sacré meilleur film et meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, raflant plusieurs trophées majeurs. Du côté des performances d'acteurs, Timothée Chalamet a remporté le prix du meilleur acteur pour Marty Suprême et Jessie Buckley, celui de la meilleure actrice pour Hamnet. Le film Frankenstein s'est distingué dans les catégories techniques et de second rôle, notamment avec Jacob Elordi comme meilleur acteur dans un second rôle. C'est un remake qui m'a particulièrement marqué, notamment pour son esthétique et son ambiance très travaillée. Parmi les autres lauréats, Sinners a été récompensé pour son scénario original et son casting. Et je dois dire que ce que j'ai adoré dans ce film, ce sont surtout les musiques qui jouent un rôle essentiel et majeur dans l'atmosphère et qui restent forcément en tête. Il y a aussi des œuvres d'animation comme K-pop Demon Hunter qui ont également brillé. Dans la continuité, les Golden Globes ont eux aussi marqué ce début d'année avec une cérémonie très commentée. Côté cinéma, One Battle After Another a encore confirmé son statut de grand favori, s'imposant comme l'un des films les plus récompensés de la soirée. Mais au-delà de ce film, les Golden Globes ont surtout renforcé l'attente autour de plusieurs œuvres très attendues en salle, dont certaines déjà récompensées comme Marty Suprême et Hamnet. Déjà largement saluées par la critique et dont on parle énormément depuis plusieurs semaines. Côté série, c'est Adolescence qui a créé la surprise en raflant une grande partie des récompenses, s'imposant comme le phénomène du moment. Une domination qui rappelle à quel point les séries occupent aujourd'hui une place centrale dans le paysage audiovisuel, parfois au même niveau que le cinéma. Côté sortie, déjà visible, le 14 janvier, 28 ans plus tard, le Temple des Morts
est arrivée au cinéma. Cette suite très attendue replonge le spectateur dans un univers post-apocalyptique, sombre et tendu, fidèle à l'esprit de la saga. Le film mise sur une ambiance anxiogène et un rythme soutenu, parfait pour les amateurs de thrillers et de films de survie. Une semaine plus tard, le 21 janvier, Hamnet est sorti en salle. Ce drame propose un cinéma beaucoup plus intimiste et émotionnel, inspiré de l'univers shakespearien et s'impose comme l'un des films les plus sensibles de ce début d'année. Et pour la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui va arriver ? Le 28 janvier, 2 films très différents font leur entrée en salle. Gourou, un film français avec Pierre Ninet, arrive avec une proposition plus mystérieuse, centrée sur des thématiques psychologiques et sociales, tandis que Stand Help, réalisé par Sam Raimi, promet une expérience plus intense, jouant sur la tension et le suspense, qui annonce aussi le retour de 2 grands acteurs, Dylan O'Brien et Rachel McAdams. 2 films qui montrent bien la diversité du cinéma de janvier, capables de passer du drame à des récits plus sombres ou plus nerveux. Le mois de février poursuivra cette dynamique. Le 11 février, Hurlevent sortira en salle. Cette adaptation du célèbre roman d'Emily Brontë est particulièrement attendue pour son atmosphère romantique et tragique, ainsi que pour sa mise en scène soignée. Quelques jours plus tard, le 18 février, ce sera au tour de Marty Suprême de sortir. Déjà très attendu et remarqué par la critique, ce film s'annonce comme l'un des grands événements cinéma de l'hiver, porté par une performance d'acteur intense et un récit fort. Et après février, est-ce que l'année 2026 s'annonce chargée ? Oui, clairement. Certains films sont déjà annoncés pour plus tard, en 2026, comme LOL 2.0, attendu comme une suite modernisée et tournée vers une nouvelle génération. Ou encore des blockbusters comme Spider-Man Brand New Day, L'Odyssée, Dune 3, Avengers Doomsday ou encore The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Ces projets montrent que l'année à venir alternera entre nouveautés, suites et films plus ambitieux, pensés pour marquer durablement le public. Ce début d'année prouve une chose, le cinéma ne ralentit pas de satisfaire tous les goûts. Janvier et février offrent déjà un large éventail de films, que l'on cherche du frisson, de l'émotion ou simplement une histoire forte à découvrir sur grand écran. Les salles obscures restent le meilleur endroit pour vivre pleinement ces films. Merci beaucoup Lola. Elle est souvent pointée du doigt, ridiculisée et réprimée. La colère fait pourtant partie intégrante de notre vie. On est parti vous demander directement ce qui vous a mis en colère dernièrement. Alors, on a un petit souci sur le magnéto du micro-trottoir. On va vous le diffuser dans un instant. Mais d'abord, on va passer à la chronique culture L'œil du Lilbertin. On vous propose de revenir sur une comédie musicale, la comédie musicale Starmania. C'est avec Émilie. Salut Émilie, tu vas nous parler ce soir, tu vas nous raconter ce soir même une histoire. Oui, en juin 2024, j'ai pu assister à une comédie musicale qui a bouleversé ma vie. Starmania, dans sa nouvelle version mise en scène par Thomas Joly et Sami Zerouki, adaptée de l'originale version de Luc Plamondon et Michel Berger de 1979. Cette comédie musicale, que je connaissais de loin par la chanson Ziggy, chantée par Bilal Hassani, m'a frappée. Les chants sont si modernes, et pourtant ils ont bientôt 50 ans. Une question m'est alors apparue. Pourquoi à 17 ans, cet opéra rock m'a autant touchée, alors que les thèmes abordés devraient être passés de mode ? Starmania, c'est avant tout une histoire ancrée dans le réel. Opéra rock inspiré de l'horreur humaine, Starmania se déroule dans l'Occident, qui réunit le monde en un seul pays, et plus particulièrement dans sa capitale, Monopolis. Le groupe terroriste des Étoiles Noires terrorise la capitale, opérant des attentats contre le pouvoir en place, détenu par des 0 janvier. À la tête du groupe, Johnny Roquefort, interprété par Daniel Balavoine, qui tombe éperdument amoureux de la star de l'émission télé Starmania, Crystal, personnage largement inspiré de Patricia Campbell Hearst, célèbre otage victime du syndrome de Stockholm. Les Étoiles Noires se réunissent à l'Underground Café, sous la ville, où Marie-Jeanne, la servante automate et barmaid, et où Ziggy, son meilleur ami dont elle est éperdument amoureuse, rêve de célébrité. Que dénonce Starmania à travers ses personnages ? La comédie musicale dénonce les abus de pouvoir des grands dirigeants des pays influents à travers le personnage de 0 janvier, mais également les moyens mis en œuvre pour le renverser par les Étoiles Noires, qui font de nombreuses victimes avec leur attentat meurtrier. Obscur et désolant, Starmania offre un spectacle que personne ne peut oublier.
Le personnage de Marie-Jeanne représente le quotidien des hommes. Tristesse, mélancolie et mort sont au cœur de son personnage qui veut quitter son misérable café et vivre sa vie de star comme Cristal. Johnny Roquefort est un voyou abandonné dès le plus jeune âge qui, malgré son allure de caïd, a un cœur tendre. Quant à Stella Spotlight, le sexe symbole éprise de 0 janvier, elle représente l'hypocrisie des paillettes, car quand tout le monde l'idolâtre, elle ne rêve que de sauter la vie. Quel succès a connu Starmania ? Au début, la France est partagée. Ce que livrent Michel Berger et Luc Plamondon est loin d'être une comédie musicale familiale. Ce n'est pas en sortant de Starmania qu'on va avoir foi en l'humanité. Pourtant, c'est un véritable tremplin pour les interprètes. Starmania lance la carrière de Daniel Balavoine, encore inconnu du public, et popularise France Gall à travers le personnage de Cristal. D'autres noms importants sont présents, comme Fabienne Thibault dans le rôle de Marie-Jeanne, ou encore Claude Dubois en 0 janvier, interprète du célèbre blues du businessman. Les chansons, quant à elles, sont devenues mythiques, comme SOS d'intérieur en détresse, Ziggy, ou encore Le Monde des Stones, avec un album certifié disque de platine. Mais alors, est-ce que Starmania est encore pertinent aujourd'hui, en 2026 ? Oui, plus que jamais. Starmania est novateur en matière de nombreux sujets. L'homosexualité est abordée à travers le personnage de Ziggy, sujet tabou à l'époque, quand être homosexuel est un crime jusqu'en 1982. L'épanouissement professionnel est aussi un sujet, quand Marie-Jeanne chante sa complainte de serveuse automate. Mais le sujet principal de l'opéra rock et qui fait indéniablement penser au monde actuel est l'Occident lui-même. On peut voir un parallèle évident entre Monopolis et Washington, capitale du pays le plus influent du monde, tout comme 0 janvier, businessman devenu chef d'État, fait penser à Donald Trump. Starmania est et sera toujours d'actualité tant que les hommes continueront à se déchirer pour le pouvoir. Starmania fêtera ses 47 ans cette année et pourtant l'opéra rock n'a jamais autant été d'actualité, comme le chantait si bien France Gall dans Monopolis. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. Merci beaucoup, Émilie. On y arrive donc. Vous nous avez parlé de vos colères personnelles, mais aussi politiques. C'est l'heure du micro-trottoir sur un sujet qui est très rarement abordé. Quelle est la dernière chose qui vous a mis en colère ? Moi, je crois de ne pas avoir reçu les notes de nos examens assez vite. Ouais, ça aussi. Parce que ça fait longtemps maintenant qu'on a fini. Je dirais la défaite de la France en 2006 contre l'Italie en Coupe du Monde. Ok. Peut-être de Zidane, tout ça, perdu à la fin. Enfin, voilà, c'est pas souvent. Mes enfants hier soir qui voulaient pas s'endormir. Je pense que c'était genre un travail de groupe et j'avais fait ma partie et juste les gens de mon groupe n'avaient pas fait leur partie. C'est pas quelque chose qui m'a mis en colère, mais la dernière chose dont j'ai parlé, c'est mon père qui vraiment ne sait pas nous guider et dès qu'il nous guide dans une ville, nous perd. Voilà, c'est pas fou. D'avoir foiré mes partiels il y a une semaine. Est-ce que vous vous mettez souvent en colère et est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent souvent dans vos colères ? Ouais, je pense en vrai. Moi, je suis souvent en colère parce que ça m'aide à m'exprimer. Le manque de patience, ça me met souvent en colère. C'est-à-dire si ça va pas dans mon sens rapidement, ouais, je peux m'énerver. Non, quasiment jamais. Ça veut dire qu'on a perdu le contrôle, on a perdu son sang-froid. Et surtout dans mon travail, à moi, on peut pas perdre son calme et son sang-froid pour exercer, on va dire. Est-ce qu'il y a des thèmes politiques qui vous mettent en colère ? Oui, constamment. Mais du coup, je m'écarte de ça volontairement parce que moi, ça me crée que de la colère et de la frustration, en effet. La manière dont est géré le pays, on voudrait toujours que ce soit mieux. Après, c'est difficile d'allier avec tout le monde. Les avis de tout le monde est tous différents. Il y a toujours des avis différents. Il faut accepter la différence, je pense, pour pas s'énerver, c'est important. Il faut être d'accord aussi avec la divergence des avis. C'est peut-être en général des questions par rapport aux droits de la femme, à tout ce qui est questions sociétales actuelles, égalité des genres. Et moi, je dirais que c'est parfois avoir le sentiment que on peut pas vraiment agir à notre échelle alors qu'en soi si, mais qu'on est un peu impuissant et que du coup parfois il faut un peu s'indigner. Genre. Oui, c'est en Italie. Les gens sont très faciles à influencer avec les médias. En vrai, ouais quand même le consentement en général, voilà. Et même genre le viol, etc. C'est logique que ça m'énerve. Les gens qui crachent sur les policiers ou genre qui sont contre les violences policières. C'est hyper logique d'être comme ça, mais il y a pas de... Genre, ils n'ont pas l'autre vision et ça m'énerve. Là, les trucs qui se passent en ce moment avec Trump au Groenland ou en Iran, enfin vraiment constamment toutes les nouvelles qu'il y a tous les jours, je trouve, elles sont propices à se mettre en colère, quoi. Ouais.
Est-ce que par exemple l'écologie c'est un sujet qui vous met en colère? Qui me met en colère? Non, pas vraiment. Non, c'est pas un sujet qui me met en colère parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. De mon côté, parfois je mène des actions et d'autres fois c'est plus compliqué dans mon contexte, maman de 3 petits-enfants. Alors l'écologie, oui, ça me touche, je révise là-dedans, quoi, je suis en études là-dedans. Mais pas en colère, on va dire. Vraiment juste, oui, je suis pour, mais pas en colère. Oui, carrément, ça me touche. Et puis ouais, ça met en colère, quoi, mais ça depuis des années, quoi. Enfin, ouais. Bon, moi, je suis pas très optimiste, quoi, on va dire, mais... Ouais, ça me met en colère. Bah, évidemment, j'ai pas envie qu'on massacre le lieu sur lequel je vais vivre et sur lequel mes enfants et mes petits-enfants vont vivre pendant les prochaines années. Donc évidemment que quand je vois qu'on tue des animaux en danger, qu'on brûle des trucs qu'il faudrait pas, etc., bon, évidemment, ça m'énerve. En plus, on se sent impuissant, donc c'est d'autant plus énervant, je trouve. En colère, je sais pas si c'est vraiment en colère, mais c'est quelque chose qui nous touche, je pense, parce que nous, à notre échelle, on voit les impacts que ça aura sur notre futur. Donc oui, je pense qu'il y a une certaine forme de colère qui des fois peut être générée. Ouais. À court terme, on n'y pense pas vraiment, mais à long terme, oui, ça me met en colère. Si on fait des efforts qu'en France, du coup forcément on va quand même perdre grave de l'argent et de l'économie, et du coup on va se foutre de notre gueule et on va nous attaquer. Pas de soucis avec ça, du coup faut pas faire de la merde non plus par rapport à ça. Mais ça me saoule que juste les dirigeants en général, pas forcément que français, ne prennent pas de l'avance par rapport à ça, parce que c'est tellement logique d'agir, parce que économiquement, si le mec t'agit pas, après ça va te coûter encore plus cher de réparer les merdes, donc c'est de leur faute, quoi. Mais on va dire ça fait 10 ans que on est au courant de l'impact écologique qu'on a, quoi, et qu'il n'y a pas grand chose qui est mis en place, quoi. Donc ouais, ça met en colère, quoi, quand tu fais le bilan de ça. Voilà. Alors, vous nous avez donc parlé de vos colères personnelles, mais aussi des colères politiques. Lui le promeut dans son livre Osons la colère. Nous sommes très heureux d'accueillir Éric Lablanche, journaliste essayiste dans Hors-Série. Bonsoir Éric Lablanche. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus en détail, s'il vous plaît? Me présenter comme ça un petit peu plus en détail. Oui. Non, je ne vais pas me présenter en détail parce que ça serait trop long. Je m'appelle Éric Lablanche, je suis auteur, je suis journaliste scientifique, je suis auteur, scénariste. Je suis conférencier également. J'ai donné une conférence à l'Université de Lille il n'y a pas très très longtemps, au mois de décembre. Et si vous voulez, mon dernier bouquin traite de la question de la colère, comment la colère est une émotion qui nous a été confisquée, pourquoi il faudrait se réapproprier cette émotion, pourquoi il faudrait faire quelque chose de notre colère, et pourquoi la colère aujourd'hui est redevenue un devoir face au monde qui nous entoure, face à Trump, face à l'impéritie des actions climatiques, face à notre manque de prise avec le monde politique. Voilà. Vous en avez déjà un petit peu parlé là dans votre introduction, mais vous avez donc écrit sur un thème qui peut sembler un peu banal, mais qui est en fait rarement abordé. Comment vous est venue cette idée? D'où vous venez, de quelle réflexion venez-vous pour arriver à la colère? Alors en fait, moi je travaille depuis le début sur toute ma carrière, sur les différents bouquins que j'ai écrits, je travaille en quelque sorte sur les déterminants de l'action. Les déterminants de l'action, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui va déterminer notre action? Qu'est-ce qui va faire qu'on agit, qu'on n'agit pas, qu'on agit bien, qu'on agit mal, qu'on refuse d'agir, c'est l'étape qui précède l'action ou la non-action ou l'inaction. Donc ça peut être, il peut y avoir des blocages culturels, on peut avoir des blocages cognitifs. J'ai écrit un livre sur les biais cognitifs. Et puis là, en l'occurrence, le bouquin Osons la colère, c'est la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas bloqués par nos émotions. Et comment m'est venue l'idée au départ, pour répondre à votre question, c'est que moi, j'ai commencé par tirer le fil un jour quand j'étais encore journaliste dans la presse, par tirer le fil sur la question de la colère, et je me suis rendu compte en tirant le fil sur la question de la colère qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train d'arriver. Je me suis surtout posé la question, moi je suis militant écologiste depuis très longtemps, je me suis posé la question de savoir pourquoi, notamment dans les milieux écologistes, on était face à des gens qui étaient très à l'aise avec la tristesse, avec l'éco-anxiété, avec la solastalgie, et quand on leur parlait de colère, on me disait non, la colère c'est pas bien, c'est une émotion basse, il faut pas se mettre en colère, il faut essayer de passer à autre chose. Moi je me disais mais non, la colère c'est une émotion basique, les émotions basiques on en a que 6, donc il n'y a pas de raison d'en mettre une ou voilà. Et là je me suis dit, mon pif de journaliste m'a fait dire qu'il y avait vraisemblablement un sujet à creuser, et ça a donné un livre.
Alors, pour aller vite sur la question du livre, la colère est une émotion qui nous a été confisquée. Ça fait très longtemps. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, c'est la seule émotion qui soit véritablement politique. Si vous avez un peuple, si vous avez des citoyens qui ne se mettent pas en colère, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si en revanche, les citoyens ont la capacité de se mettre en colère, mais pas en colère n'importe comment, si les citoyens ont la capacité de se mettre en colère collectivement pour faire avancer les choses, là, vous êtes mal. Voilà. D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser la colère pour faire bouger justement les choses sur l'environnement? Alors, j'ai envie de dire que la première chose à faire, on va faire très simple, on va dire 2 trucs. La première chose, c'est de se remettre d'accord avec la colère et d'essayer de comprendre pourquoi on nous a expliqué que cette émotion, elle était mauvaise. Cette émotion, elle n'est pas mauvaise, cette émotion, c'est un signal d'alarme. Comme toutes les émotions. Toutes les émotions sont des signaux d'alarme. La peur, c'est un petit signal d'alarme qui vous dit « attention, tu es en danger ». Le dégoût, c'est un signal d'alarme qui dit « attention, tu es dans une situation où tu es en train de manger quelque chose qui n'est pas bon ». La colère, c'est un signal d'alarme qui nous dit « tu es en train de te faire marcher sur les pieds et ton existence va probablement, ou ta vie va probablement être mise en danger parce que quelqu'un ou quelque chose est en train de franchir les limites ». Ça sert à ça, la colère. La colère, elle n'a pas d'intérêt en tant que telle. La colère, elle est intéressante parce qu'elle nous indique qu'il y a un problème à résoudre. Et que ce problème, il faut le résoudre. Et donc, on ne peut pas rester dans la colère. Il faut qu'on résolve le problème. Les émotions, elles sont désagréables. Elles sont désagréables parce que ce sont des signaux d'alarme. Un signal d'alarme, c'est fait pour être désagréable parce que c'est fait pour vous alarmer, c'est fait pour vous obliger à bouger. Donc, la première chose, c'est que les gens se remettent d'accord avec leur colère et qu'ils arrêtent de dire que les colères, c'est une émotion mauvaise. La colère, c'est comme le sexe, ce n'est pas sale, c'est naturel, c'est normal. Quand on voit le monde qui nous entoure, quand on voit Trump, quand on voit Macron et les autres, on a raison de se mettre en colère. Donc, premier boulot, on se met d'accord avec notre colère, on essaye de recomprendre à quoi ça sert et pourquoi c'est là, et les choses iront mieux. Deuxième chose, je me suis appuyé sur le travail d'un philosophe allemand assez connu qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui a ce concept intéressant, il parle de banque de colère. Depuis toujours, dans l'histoire, quand on regarde l'histoire de la colère depuis 2000 ans, les colères individuelles se sont toujours fait écraser par le pouvoir politique. Les seules colères qui ne se sont pas fait écraser, ce sont les colères collectives. Et donc, Sloterdijk dit cette chose intéressante, il dit il faut qu'on réussisse à mettre nos colères dans quelque chose qui s'appelle une banque de colère, ou une caisse d'épargne de colère. C'est-à-dire que de la même façon que les épargnants à la caisse d'épargne mettent leurs sous pour que il puisse y avoir à un moment des intérêts ou que la caisse d'épargne puisse investir ou faire des choses dans le système bancaire. Bref, c'est la même chose avec la colère, c'est-à-dire qu'il faut que d'une certaine façon, on épargne nos petites colères individuelles et qu'on les mette dans une grosse colère collective. Parce que c'est la seule colère qui va faire bouger les choses. Nos petites colères, à nous, Macron, Trump, ils s'en foutent. Par contre, si on se met tous ensemble et qu'on arrive à organiser notre colère, à lui donner de la puissance parce que ce sera une colère collective, là, on a la possibilité de commencer à leur mettre la table. Et effectivement, Sloterdijk, ce n'est pas quelque chose qu'il invente, puisque c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle et pendant toute la durée du 20e. Quand vous aviez les syndicats qui venaient vous voir en vous disant « on va faire une grève générale », les gouvernants, ils étaient comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont cassé la force collective de la colère, parce qu'ils savaient très bien qu'individuellement, on envoie les CRS, on tape un peu et puis c'est terminé. Par contre, quand vous avez 6 millions, 10 millions de gens, voire plus, qui sont prêts à descendre dans les rues, là, vous êtes mal. Voilà mes deux comment dire, conseils. Et alors, sur le sujet de l'environnement, puisque c'est ça qui vous a amené du coup en partie au sujet de la colère, ouais. et que dans votre livre, vous parlez beaucoup de comment l'utiliser en particulier pour les combats qui concernent l'environnement, le climat et l'écologie de manière générale. Comment on peut l'utiliser? Parce que vous parliez de grève, vous parliez de mobilisation. Le sujet de l'environnement, c'est un peu plus particulier puisqu'on ne se mobilise pas réellement pour des intérêts individuels. Comment on fait pour faire bouger les choses sur l'environnement via justement cette colère? Alors là, moi, je n'ai pas la réponse. Si vous voulez, mon travail, le chemin qui mène de la prise de conscience, ou plutôt le chemin qui mène de l'inaction jusqu'à l'action, c'est un long chemin avec plein d'escaliers. Moi, je m'occupe de la première marche. La première marche, c'est arriver à prendre conscience, c'est arriver à se dire, bon, déjà, où j'en suis avec ma colère, est-ce qu'il ne faudrait pas que nos colères, on les mette ensemble? Après, moi, je ne suis pas, il faut
Derrière, il faut des tacticiens, il faut des stratèges, il faut des gens qui travaillent sur ces questions. La seule chose que je pourrais dire simplement, c'est que, et peut-être que c'est le problème fondamental des mouvements écologistes, c'est qu'on est trop sympa. C'est-à-dire que si vous voulez convaincre, obliger les gens qui nous oppriment et les gens qui défoncent la planète à changer leur comportement, il faut établir un rapport de force. Si on n'établit pas un rapport de force parce qu'on pense que, oh mon Dieu, les rapports de force, c'est trop compliqué, on ne pourra pas faire avancer les choses. D'ailleurs, on est en train de le voir en ce moment avec Trump. C'est exactement ce qui se passe entre l'Europe et Trump. C'est qu'au début, l'Europe, elle était un peu comme les écologistes. C'est-à-dire qu'elle dit, on va pouvoir discuter avec Trump, on va être sympa, on va être gentil, on va lui faire comprendre que c'est pour son bien. Et puis, face à eux, les Européens se sont rendus compte qu'ils avaient une brute épaisse. Et donc, ils se sont dit, eh ben maintenant, on va taper du poing sur la table et on va commencer à sortir le flingue. Et on va le poser sur la table. Les écologistes, si j'ose dire, c'est à peu près la même chose qu'ils devraient faire. Jusqu'ici, nous, les écologistes, je fais partie, on a été beaucoup trop sympas. On a fait peur à qui? On a fait peur aux banquiers, on a fait peur aux compagnies pétrolières, on a fait des manifestations sympas, on a dansé, on a inventé des super slogans, mais il faut les attraper pas par les bourses, mais par la bourse. Il faut menacer de faire des trous dans les pipelines, il faut les menacer de... Enfin voilà, il faut faire peur. Les gens qui ont travaillé beaucoup sur les questions de non-violence, Gandhi mettait le feu à des entrepôts bourrés de balles de coton. Donc c'était quelqu'un de non-violent et c'est quelqu'un d'éminemment respectable. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à brûler des dizaines de milliers de balles de coton. Il faut voir un petit peu... Et quand le gouvernement anglais, enfin bref, l'empire des Indes anglais avait Gandhi en face de lui, et Gandhi les menaçait. Il ne disait pas juste on va faire une petite manifestation. Il disait on va arrêter de vous acheter du sel, enfin bref. Tout ça pour dire que je crains que nous, en tant qu'écologistes, on ait oublié un truc important, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui ne comprennent que le rapport de force, et que ce rapport de force, si on ne le met pas, eh ben eux, ils vont dire vous pouvez continuer à manifester, on s'en fout complètement. Et justement, ça nous fait même pas mal. Sur l'élection de Donald Trump, vous en parlez dès le début de votre livre. Vous dites la réélection de l'auto-bronzé Donald Trump à la tête du pays le plus riche du monde en 2024 a été une immense victoire pour les forces du mal infligé à la planète et à ceux qui l'habitent, qu'ils soient humains ou non. Quand on a des personnes comme Donald Trump qui sont élus, donc qui ont une légitimité électorale, comment on fait pour les combattre et que cette manière de les combattre via la colère, etc., ne soit pas délégitimée puisque justement il y a eu élection auparavant? Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous dites. La première chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu, c'est la colère. C'est-à-dire que lui, il n'a pas les scrupules qu'ont les écologistes ou les gens bien pensants, un peu instruits, dont peut-être nous faisons partie. Lui, il n'a pas les scrupules. Lui, il s'est dit, il y a des gens qui sont en colère, cette colère, cette colère, je vais l'attiser, je vais souffler dessus, éventuellement, même si les gens en colère, je vais les rendre en colère, je vais leur rappeler des histoires, les immigrés qui sont tous des dealers de drogue et machin, bref, qui sont des violeurs, c'est Trump qui l'a dit, hein. Donc ces gens-là, je vais les mettre en colère parce que je sais que la colère, c'est une émotion hyper puissante et qui donne beaucoup d'énergie. Et ce qui fait que les gens, ils vont s'engager pour moi. Première chose, je pense que la colère, il ne faut pas la laisser aux gens de droite ou aux gens d'extrême droite. Parce que c'est pas tout à fait la bonne colère, mais comment dire, la colère, c'est une énergie ultra puissante. Vous avez que sur les 6 émotions classiques chez un être humain, ce qu'on appelle les émotions basiques, vous avez la joie, la surprise, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Il n'y a que 2 émotions qui font avancer, c'est la joie et la colère. La tristesse et la peur, enfin la peur et le dégoût, ça vous fait reculer, la surprise et la tristesse, ça vous fait vous immobiliser. Il n'y en a que 2 qui vont de l'avant, c'est la joie et la colère. La colère est une émotion, pour cette raison-là, éminemment politique. Donc il faut l'utiliser. Et les gens de droite, le Front National, les Trumpistes, ils l'utilisent. Donc nous, servons-nous aussi de ce trésor d'énergie et d'émotion pour en faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose par rapport à Trump, c'est qu'à un moment, il a été, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens qui se sentent en colère pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Il faut bien qu'on leur réponde à ces gens-là. Et si on ne va pas sur leur terrain et si on n'essaie pas de comprendre quelle est leur colère, effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui arrive, qui rafle le pacte. Donc cette question, ne soyons pas, un peu chochotte, un peu sucré. Ah non, nous la colère, c'est un truc trop, on ne va pas l'utiliser. Il faut l'utiliser.
il faut l'utiliser. C'est un outil politique extrêmement puissant. C'est une émotion qu'il faut utiliser. Et puis, il faut l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut déjà ne pas la mépriser. Et je crains que la colère soit méprisée et qu'on ait méprisé la colère des électeurs de Trump. Trump, lui, s'en fout, il y est allé, il a tout pris, et c'est parti. Je ne vous entends plus. Et pardon, excusez-moi pour le petit silence, je ne trouvais plus ma question. On fait souvent un amalgame entre colère et violence, l'une étant plus acceptée que l'autre. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire la différence entre les deux, du coup ? C'est juste pas du tout la même chose. C'est comme si je vous disais la tristesse, c'est le suicide. Ou la surprise, c'est la crise cardiaque. Vous me diriez, ben non. Bon, si, ça arrive que des gens tristes ils se suicident. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la même chose. La colère et la violence, c'est pas la même chose non plus. Simplement, dans les médias, on nous a habitués, pour que nous n'exprimions pas notre colère, on nous a habitués en permanence. Et c'est très frappant, hein, quand on regarde les médias, et notamment la télévision. Tout de suite, quand on vous parle de colère, après on va vous parler de violence. Et on va vous expliquer en permanence que la colère et la violence, ça marche ensemble. La colère, c'est une émotion. C'est un signal d'alarme. La violence, c'est un passage à l'acte. Ça n'a rien à voir. Alors oui, de temps en temps, les gens qui ne savent pas quoi faire de leur colère, il se peut qu'ils deviennent violents. Moi, il y a une chose que je dis dans mes conférences et je le dis dans mon bouquin, c'est si vous n'aimez pas la violence, écoutez la colère. Parce que c'est en plus, paradoxalement, très souvent quand la colère n'a pas été entendue, que n'arrivant pas à trouver de solution, elle se transforme en violence. C'est-à-dire que si vous dites avec colère à quelqu'un qui vous emmerde une fois, deux fois, trois fois et qui ne comprend pas, il est possible qu'au bout d'un moment, cette colère finisse par dire « je lui ai expliqué une fois, deux fois, trois fois, il ne comprend pas, donc je passe à autre chose ». Mais moi, ce que je promeux dans le bouquin, c'est au contraire une colère très froide, une colère très calme, une colère organisée, une colère collective, en disant « ma colère ne va pas exploser, je vais la transformer en énergie et je vais la mettre dans un projet collectif ». Et si moi et mes copains ont fait la même chose, normalement, à la fin, il va y avoir une espèce de grosse colère, qui sera une colère très calme, qui sera une colère syndicale, qui sera une colère collective, mais qui ne sera pas une colère qui pousse à faire n'importe quoi. Les colères qui dégénèrent en violence sont des colères qui n'ont pas trouvé leur issue. Ce sont des colères qui n'ont pas réussi à se résoudre elles-mêmes. Parce que la colère, c'est ça, c'est une émotion qui a pour vocation de faire cesser la colère. Quelqu'un vous emmerde, l'idée c'est de dire à la personne « arrête de m'emmerder et tu vas voir, ma colère va retomber ». Et si la personne n'arrête pas de vous emmerder, la colère continue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le but de la colère, c'est d'arrêter la colère. Et si elle n'y arrive pas, ça peut dégénérer, ça peut déraper. Mais en soi, la colère est une émotion extrêmement positive. Et Aristote le disait, et la religion chrétienne le disait, et les bouddhistes le disent, et les hindouistes le disent. Dans toutes les grandes traditions philosophiques et religieuses humaines, il y a une place pour la juste colère, la saine colère, quand les limites sont franchies. Quand vraiment les choses sont allées trop loin, il devient légitime pour les humains de se mettre en colère sous certaines conditions, et y compris chez les chrétiens. Donc la violence est une manifestation de la colère, mais pas forcément l'inverse. En tout cas, merci beaucoup. C'est pas sa corollaire automatique. Encore une fois, je prends l'exemple, c'est comme si on vous disait à chaque fois que la tristesse, c'est le suicide. Oui. Vous diriez, non, on peut être triste sans... Il y a des tristesses abominables qui font que les gens se suicident, et puis il y a des tristesses. On a été un petit peu interrompu avec Éric Lablanche, mais en tout cas, on le remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous. Son livre « Osons la colère » est disponible en librairie, évidemment. Et nous, on vous remercie d'avoir regardé Hors-série qui est fini pour aujourd'hui. Cette émission et notre association ne survivent que par votre soutien. Alors, n'hésitez pas à nous faire un don sur notre site lelilbertin.fr/don. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Merci également à toute l'équipe technique et aux chroniqueurs qui nous ont permis de réaliser cette émission ce soir. On vous donne rendez-vous le 6 février prochain pour un nouveau numéro.